Bonsoir. Après plusieurs mois d'attente, Charles Blé Goudé a enfin obtenu gain de cause. L'ex-ministre a reçu son passeport ce lundi 30 mai 2022. Sera-t-il bientôt sur les bords de la lagune Ébrié? Eh bien, on en parle dans un instant. Après sa défaite contre Lyndon Knowles pour le titre de champion du monde WBC de Muay Thai, Oli La Machine a fait d'importantes révélations. De quoi s'agit-il? Que s'est-il passé avant ce combat crucial? Eh bien, on en parle au cours de notre deuxième partie d'émission. Et nous serons accompagnés également de M. Audi Justien, il est président de la Fédération ivoirienne de Muay Thai. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir à ceux qui nous prennent en marche. Si vous êtes là depuis le début, merci d'être fidèle, merci de choisir. Live TV, la télé sans filtre, ce canal d'expression qui vous permet de partager vos émotions, partager vos réflexions. Nous essayons en tout cas de créer ce cadre-là pour provoquer donc des réflexions et faire bouger les lignes, faire avancer les choses pour le bien de nos concitoyens. Et vous êtes très nombreux chaque jour à nous faire le retour de ce que cette chaîne de télé aura apporté dans votre quotidien, apporté dans votre vie, dans votre life. Et notez que ça nous fait énormément plaisir de vous savoir d'ailleurs chaque jour un peu plus nombreux donc à nous suivre, à nous accompagner. Sur ce, autour de cette table, il y a des professionnels de la communication. Il y a M. André Bois. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Oui, ça va plutôt bien. C'était donc un week-end plutôt reposant. Donc on revient en forme. Très bien. Madame Bleu. Oui, un week-end, bonsoir Brice, un week-end footballistique où malheureusement mon équipe, c'était quoi Liverpool, les Reds s'il te plaît, ont perdu. Ah, je pensais que c'était les Blues. Ils se sont bien battus. Non, c'était pas les Blues. Les Reds, cette fois, oui, tu sais, Blue, Red. Mais ça n'a pas fonctionné cette fois. Là là. Cette fois-ci, j'étais Red. Ouais. Voilà, on s'est bien battus. Malheureusement, il fallait marquer un but et c'était important. Voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai passé un bon week-end. Les Reds ont perdu. Les Reds ont perdu la finale de l'UEFA. Les Madrilènes. Ah bon? Ah oui. Non, en fait, lui, il n'était pas seulement dans le pays, il n'était pas dans le monde entier même. Ah ok, tu t'es carrément déconnecté. Non, il n'y a pas que le foot dans la vie. T'étais dans une grotte ou quoi? Il y a la chanson de Francky Vincent. Bien sûr. Il y a aussi d'autres choses dans la vie. Ben moi, j'ai regardé le foot. Ah bon aussi? Ah, tu vois? J'ai vu que les Reds ont vu rouge face aux Madrilènes. Bon, il y avait Dommage, que moi. Hein, Edith. L'année prochaine. Yes. Il y avait du basket aussi. Maybe. Non? Ah non, ça, on n'a pas suivi. Ouais, il y avait du basket aussi. Il y avait du basket. Il y avait une conférence, il y avait une finale de conférence en basket. Ah oui, ça, finale de conférence entre Miami et Boston, je crois. Je sais pas si. Ouais. Bon, enfin, je suis journaliste. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout Charles Blé Goudé qui a obtenu son passeport. On en parle maintenant et c'est après le jingle. Hélène Lago réalise donc ce numéro du Live Talk. Aujourd'hui, il y a une contre-plongée en grue. Ça, c'est juste pour signaler sa présence. Charles Blé Goudé a enfin son passeport. Le président du COJEP a obtenu son passeport. Sera-t-il bientôt à Abidjan? On en parle. On en a parlé. On en a reparlé. Et aujourd'hui, on peut estimer que c'est un ouf de soulagement qu'on peut ressentir quand on est épris de justice, quand on est épris d'égalité, épris de conditions, de droits de l'homme et tout. Alain Toussaint. Oui, je pense que c'est le dénouement d'un long épisode de cette affaire, l'affaire du passeport de Charles Blé Goudé. Il aura fallu beaucoup de patience à l'intéresser lui-même. Et aussi, comme on dit, l'action, le volontarisme du gouvernement au travers du chef de l'État. Et c'est donc une mobilisation à la fois de l'appareil de l'État et des soutiens de Charles Blé Goudé. Et donc les deux camps auront permis en tout cas de parvenir à un terrain d'entente et permettre à Charles Blé Goudé d'obtenir ce passeport. Et surtout qu'on en a fait un sujet, selon l'actualité et selon les invités aussi qu'on recevait. Je pense que depuis plus d'un an,
on en parle. Il s'agit surtout d'un citoyen. Certains ont dit que vous avez porté une forme de combat, vous avez chargé une affaire. Oui, parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien, mine de rien, qui n'avait pas la possibilité d'entrer en possession de son document administratif pour, en tout cas, déjà le posséder et pouvoir entrer ensuite dans son pays. Il n'avait véritablement pas d'informations au sujet des raisons précises qui pouvaient expliquer le retard dans la délivrance de son passeport. Il y a eu beaucoup de tractations. Ces dernières semaines, on a vu le secrétaire, le directeur de cabinet de la présidence, donc, qui était allé, le chef de cabinet de la présidence, qui est allé lui rendre visite à La Haye pour échanger avec lui. Bon, malheureusement, on n'avait pas vraiment eu de déclaration assez décisive pour pouvoir nous faire comprendre qu'il aurait son passeport, mais on a vraiment discuté de ce sujet à plusieurs reprises. Sur le plateau du Live Talk, on en a débattu. On a même reçu récemment Madame Nathalie Kouakou, qui a mis en place un collectif pour pouvoir faire entendre sa voix et la voix de Charles Blé Goudé auprès des autorités afin qu'il puisse obtenir son passeport, parce que la Constitution doit être respectée. Nul n'a le droit d'être en exil, en tout cas hors de son pays. Moi, vraiment, je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. Voilà, on est tous d'un pays et on est instituteur, on est professeur, on est policier et puis on est homme politique, c'est le cas de Blé Goudé. On est tous au service de son pays. Donc, à un certain moment, il faut que le système lui-même, que chacun essaie de créer, essaie de pousser, puisse donner la chance à tout le monde. Il a le droit, à ce moment, d'être dans les starting blocks, s'il veut faire de la politique, mais de faire avec, toute la noblesse qui est liée à chaque métier. Comme on dit, les médecins, ils sont fiers d'être médecins, ils sauvent des gens. Les politiques aussi, ils ont une ambition. Donc, quand un Ivoirien a son ambition, il ne faut pas qu'on utilise d'autres moyens détournés pour... Et c'est comme ça qu'on construit ensemble notre vivre ensemble, j'allais dire. Donc moi, franchement, je suis content de mon pays quand je vois ça. Et quand on voit Blé Goudé brandir le passeport ivoirien, enfin, c'est quelque chose de basique. C'est pas une question de Blé Goudé en tant que tel, mais c'est un document de notre pays, ça nous représente. Mais qu'on ait attendu autant de temps l'administration, on peut revenir. C'est un moment joyeux sans doute pour lui et ses partisans. Mais attendre autant de temps, à un moment, on n'était pas fiers. On peut même dire qu'on a battu le record le record Guinness du passeport le plus long, qui a mis le plus de temps. De l'histoire du passeport le plus long de l'histoire du passeport. Donc voilà, moi je suis content. Je reviendrai à vous tout à l'heure, André, pour Alors moi je voulais quand même, au travers des images qu'on voit passer à l'antenne, c'est quand même le symbole de Blé Goudé qui pose avec son passeport. Et sous les yeux protecteurs, j'allais dire, du président Ouattara, dont le portrait officiel s'affiche dans la pièce qui a servi de théâtre à cette rencontre-là. Donc, je vais aussi dire, c'est aussi l'aboutissement de méthodes. Depuis des années déjà, Charles Blé Goudé, au travers de ses collaborateurs, a toujours maintenu le lien avec le gouvernement. Donc, il y a une forme, je vais dire, de compréhension des réalités. Et le gouvernement lui a renvoyé l'ascenseur aussi en faisant preuve de diligence, parce que quand on a reçu ici l'un des représentants de l'ancien président, on avait parlé de négociations, il avait rejeté catégoriquement cette hypothèse. Or, en l'espèce quand même, il s'agit de deux personnalités politiques importantes et la délivrance des documents, fussent-ils de voyage, obéit quand même à certaines procédures et à des négociations, ce que les amis de Blé Goudé ont fait avec le succès que l'on constate aujourd'hui. C'est vrai, vous avez envie tout à l'heure de parler de moments festifs, mais souvent pour certains observateurs, on devrait même un tout petit peu être gêné de cette image. Qu'on soit en train de célébrer l'obtention d'un passeport qui est un droit, j'ai envie de dire, basique. Il suffit juste de demander à Snedaï et puis en 3 jours, on a son passeport. Non, mais il ne faut pas rentrer dans la simplification, c'est trop simpliste. Il faut que les uns et les autres comprennent que quand on a un pouvoir, et qu'on a l'histoire de Blé Goudé, le pouvoir peut avoir peur. Vous savez, la politique, c'est tout un ensemble de choses. On peut craindre que quelqu'un comme lui, qui a eu cette capacité-là, qui a défendu un pouvoir, qui lui-même, à un certain moment, a cristallisé, on va dire, la tension entre deux camps, les gens peuvent avoir peur, ils peuvent avoir des craintes. Et c'est là où ce que Toussaint Alain dit est très fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité, c'est ce que Blé Goudé a fait, de se dire que je ne dois pas être celui qui va continuer de susciter la crainte et la peur
chez mon adversaire politique. Et ça, ne faisons pas comme des... Ce n'est pas un milieu de bisounours. Le passeport, on le délivre comme ça. Mais évidemment, il arrive des pays qui donnent des passeports aux gens parce que justement, il y en a d'autres qui refusent de donner même à leurs compatriotes parce qu'ils ont peur. Mais comment on lève les peurs? Comment on amène les uns et les autres à être confiants dans le système? C'est en ayant l'attitude de Blé Goudé. Et le gouvernement a compris, il a été lui-même tranquille, il s'est dit « Ok, je n'ai pas plus de peur parce qu'il n'y a pas de subversion, etc. en préparation. » Et c'est bien fait. Et ça finit bien. Il ne faut pas qu'on soit trop simpliste. En tout cas, Blé Goudé a fait, en tout cas au fil de ces mois d'attente, il a fait preuve de beaucoup de diplomatie. On le voit sur ses réseaux sociaux, ses différentes déclarations, les différents communiqués à la suite des rencontres qu'il a eu à avoir à La Haye, même dans le communiqué sanctionnant la réception de son passeport, il a remercié le président de la République, il a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc c'est vraiment à saluer. Et on remarque que finalement, c'est contre ses anciens alliés qu'il a plutôt eu un ton assez dur, donc dernièrement, la semaine passée, avec ses déclarations assez enlevées, où il a même parlé de téléphone ou d'autres mots assez durs. Donc, il a fait preuve de beaucoup de diplomatie, beaucoup de retenue. Et je pense que c'est à saluer. Ça va être ma question, Alain Toussaint. Aujourd'hui, le passeport de Blé Goudé obtenu, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une série de négociations, c'est le résultat d'une série d'assurances. Certains même diraient que c'est peut-être le résultat d'un deal. Permettez-moi l'expression. Non, je pense que s'il y a un deal, c'est plutôt un deal autour de la Côte d'Ivoire. On contribue à la paix, à la stabilisation du pays et à éloigner les vieux démons, c'est-à-dire le combat politique s'est transformé en combat de rue. Et Blé Goudé, on l'a dit tout à l'heure, il a toujours maintenu le pont en fait avec les autorités. Et depuis le Ghana, lorsqu'il était en exil, il parlait aussi même avec des dirigeants, même lorsqu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt international. Et transféré, c'est ça, à la CPI. Transféré à la CPI, ses amis, ses avocats ont continué à discuter avec le gouvernement parce que la finalité de tout ça, c'était de rentrer au pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on le disait d'ailleurs l'autre fois, on disait que le passeport était un acquis. Mais justement, je m'apprête à le dire, ça va être mes prochains propos. Alain Toussaint, vous avez de grandes et belles oreilles. Oui, parce qu'on va dire que sur ce même plateau, il y a quelques semaines, vous confirmiez, il nous rassurait que le passeport était un acquis. Mais c'est une question de logique en fait, parce que en fait, la pression s'exerçait de part et d'autre. Le président Ouattara ne peut pas apparaître aux yeux des Ivoiriens de la communauté internationale comme celui qui constitue un frein à la réconciliation nationale. Donc il est obligé à un moment donné, après avoir obtenu des assurances de la part de Charles Blé Goudé, comme on dit, de passer à une autre étape qui est celle du retour de Blé Goudé et qui passait nécessairement par la délivrance de ce document de voyage. Et Blé Goudé, lui aussi, de son côté, a apporté des assurances parce qu'il doit être un vecteur de la réconciliation. Compte tenu de tout ce qu'on lui reproche, il en a été blanchi à la CPI, mais tout de même, il faut qu'il revienne rencontrer les Ivoiriens et leur passer des messages de paix. Je voulais courir sur ta question, Brice, et en sollicitant le communiqué quand même on va dire des conseils de Charles Blé Goudé, donc signé par Maître Hendrik Claver. À la fin, il dit « Nous, avocats de M. Charles Blé Goudé, nous maintiendrons le dialogue avec les autorités ivoiriennes pour convenir d'un calendrier de retour du client dans son pays. » C'est justement, je chauffe là-dessus, parce que c'est ça, en fait, c'est l'état d'esprit de Blé Goudé qu'il traduit ici dans les propos de ses conseils. Et je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une question de se lancer dans un bras de fer pour quelqu'un qui, à un certain moment, a choisi une option, comme l'a dit Alain. L'option, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut bander les muscles tout en oubliant que tout ça, ça fracture encore plus le pays. Et il faut rassurer les uns et les autres. Et sans doute que Blé Goudé aussi, à un moment, il est rassuré par le pouvoir. Et lui aussi, il a le devoir de rassurer le pouvoir. Et là, voir ça comme ça, on est simplement nous-mêmes, on a envie demain de faire de la politique parce qu'on se dit que les uns et les autres peuvent créer un cadre. Surtout, même si ils mais ils peuvent créer un cadre pour permettre à plus d'Ivoiriens de s'assumer dans la politique. Parce que quand on a peur de la violence
de la police. C'est ce qui fait que les jeunes ne s'engagent pas. Alors vous avez cité le gouvernement, vous avez cité Charles Blé Goudé, qui ont maintenu le contact, mais on va parler un peu également des pressions, entre guillemets, permettez-moi l'expression, d'une partie de la société civile, de certains partis politiques qui ont plaidé, qui ont le FPI travaillé. de Pascal Affinguessan Et le PPACI un peu plus discrètement, mais bon, il a fait quand même. Oui, il a fait quand même. Non, mais tout le monde avait intérêt à ce qu'on sorte quand même de cet épisode, parce que ça n'honore personne de voir qu'on a un compatriote. Et on l'a dit ici, face à plusieurs dirigeants du RHDP sur nos émissions, la réalité, c'était que Blé Goudé était un apatride et on ne peut pas l'accepter pour un Ivoirien de son rang. C'était ça qu'il fallait. Et évidemment, tous les acteurs, société civile, les acteurs politiques, quand même ne pouvaient pas endosser un tel acte vis-à-vis d'un Ivoirien. La presse, Oui. dans cette liste, vous noterez la presse quand même qui en a fait aussi. Et rapidement, C'est mobilisé. rapidement les réactions des personnalités ou des autorités. Pascal Affinguessan, qui se félicite et se réjouit de la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé et qui lui souhaite à Kwaba déjà. Et Albert Mabry-Touaqueuse qui se réjouit et qui estime que Blé Goudé doit prendre sa place dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr la société civile au travers des Pulchéry Edith Ballet qui estime que la délivrance de ce passeport fait un problème en moins en matière de droits de l'homme. Donc c'est un peu le consensus. Le RHDP n'a pas encore réagi? Peut-être bientôt. Ils avaient une autre actualité. Voilà. Il y avait notre actualité. Juste un point pour dire que Blé Goudé rentre aussi soulagé, certainement, de savoir, et je pense que ça a dû être l'objet de la visite de M. Saï à La Haye, la condamnation de 20 ans, à mon avis, sera peut-être un mauvais souvenir, puisqu'on a vu Laurent Gbagbo qui lui-même était frappé par une condamnation circulaire librement. Ça va être également le dernier point pour terminer sur ce sujet. Next step, c'est le retour. Donc je veux dire, la prochaine étape, ça sera maintenant de discuter certainement des conditions du retour. Parce que je le disais, obtenir le passeport, c'était une étape. Et maintenant, les conditions de son retour seront discutées dans les prochains jours, certainement. L'avocat l'a dit, ils sont en train de préparer en concertation avec le gouvernement. Donc là, il reconnaît, contrairement à l'invité qu'on a eu ici. Il rentrerait avec qui éventuellement? En tout cas, il retrouvera sans doute son épouse ici et ses enfants qu'il n'a pas vus depuis des années. Et je pense avec moins de bouquins qu'on a connus en juillet dernier. Là, vous n'êtes pas sérieux. Parce que, on a raté un épisode. Comparativement à quelqu'un qui est rentré, on va dire... tout n'est pas comparable. Tout n'est pas comparable. Mais le père, le fils, c'est tout. Mais justement, tout n'est pas comparable. Mais si on évoque ce retour de Laurent Gbagbo, puisqu'il ne faut pas le citer, c'est que Blé Goudé doit quand même ne pas passer par les mêmes travers, je dirais. C'est-à-dire que ce spectacle lamentable auquel on a eu droit, d'un accueil, la désorganisation, les policiers qui barrent la route, machin, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'on discute dans un pays civilisé et puis on trouve un point d'entente. Et puis voilà, je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense que le cas Laurent Gbagbo était peut-être inédit, donc certainement qu'il s'appuierait sur les failles, les réussites, en tout cas de l'expérience de Laurent Gbagbo, pour pouvoir... Oui, je pense que ça ne sera pas pareil. La mise en scène de son retour, la scénographie, je pense que les choses seront différentes. Et puis c'est pas les mêmes... Et c'est un grand communicant, je pense qu'il a déjà un peu écrit un peu le script de tout ça. Et puis une personnalité comme Blé Goudé, on doit s'appuyer sur le savoir-faire de l'État en matière d'organisation, de contrôle, pour quand même faire... Parce que là, on ne peut pas... Un brouhaha pas possible, c'est pas la peine. Peut-être qu'il décidera même, on ne sait pas, peut-être qu'il décidera même de rentrer plus discrètement. Oui. C'est possible, tout est possible, oui. Maintenant, le point, parce que là, tout à l'heure, on parlait de passeport ordinaire. Pourquoi? Parce que le titre de ministre de Blé Goudé n'est pas reconnu par le pouvoir. Ouais, donc il n'a pas droit à un passeport de service ou un passeport diplomatique, donc il reçoit un passeport ordinaire. Et maintenant, pour son arrivée, peut-être que l'État ou le protocole d'État le prendra en charge en tant que personnalité. Donc ça aussi, ce sont des points auxquels on prêtera attention. En tout cas, on va se tourner vers les conseils de M. Charles Blé Goudé. On va observer la situation dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Merci beaucoup. On va évoluer vers notre lu, vu et entendu. C'est une autre actualité dont on parle au cours de cette émission. Notre revue entendu nous vient d'une rencontre du groupe parlementaire RHDP avec le directoire de ce parti-là, ce jour au siège de celui-ci.
C'est un entendu hein, à la rue Le Pic. Ouais. C'est un entendu qu'on a ce soir. Le candidat du RHDP pour remplacer Amadou Soumaoro à la présidence de l'Assemblée nationale et Adama Bictogol. L'annonce a été faite donc aujourd'hui par M. Gilbert Koné Kafana. Il est président du directoire du RHDP lors d'une réunion au siège du dit parti à la rue Le Pic. Il a réitéré les instructions du président de la République qui souhaite la discipline au sein du groupe parlementaire, que cette discipline soit observée. Entendu. On va pouvoir l'entendre. Oui, je pense. Bah, sinon, on commente. Ben, sinon, on Ouais, commence. sinon, on peut Vas-y, commenter. André, Non, mais je trouve que c'était très important. C'était très attendu parce que c'est le parti au pouvoir et beaucoup d'observateurs étaient dans l'incompréhension que le premier vice-président ne soit pas celui qu'on propose tout de suite pour prendre, on va dire, le flambeau après le départ du regretté Amadou Soumaoro. Donc ça, c'était un premier problème. Deuxième problème, c'est que ça créait justement un peu permettez-moi l'expression, un peu de frou-frou au sein du RHDP, parce que quand même, de voir que le parti au pouvoir... Non, vous n'êtes pas d'accord. Disons la zizanie. Voilà, un peu zizanie. Je ne suis pas d'accord, c'est la façon de prononcer le mot. Que de voir quand même le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui semble quand même assez bien Bien organisé, sûr. se retrouver à un temps, c'est si c'est Bakongo qui pourrait être candidat, un autre temps, Adjumani, on parle de... Dans la jeune, Oui, la jeune En députée. fait, finalement, ça laissait quand même penser qu'il y avait une dissension en leur sein. Bon, et ça, ce n'était pas peut-être bon pour les observateurs. Peut-être qu'au Donc, je final, pense que on était plus pressé que la c'est bien locomotive qui devait prendre son c'est pas départ que- tout simplement. c'est pas que Oui, nous, si on- c'est vrai qu'il y avait des supputations, des noms sortaient. Madame On a Zamblé, parlé de la discipline du Zandré parti. Jarvis, Oui, pourquoi elle s'est Jarvis. parce qu'elle est du RHDP, mais Oui, pourquoi elle est parce du qu'elle en a- RHDP. sans doute qu'elle en a eu marre à un moment. Elle dit, bon, je Oui, suis mais bon, candidate, après, voilà. je pense que c'est mon avis, c'est peut-être juste de la com, et puis Un peu après de buzz, un peu de buzz, et puis bon, un peu de féminin aussi, c'est pas mauvais dans un parti. Ah, mais on- pas tant que ça, d'autant plus que dans le communiqué de M. Kafana, il y a une précision que le président Ouattara souhaite quand même que la discipline au du sein parti. du groupe parlementaire soit observée. Ça ressemble à un truc papa dit. Papa dit. Oui, parce que le spectacle qui a été offert quand même ces derniers Oui. jours n'était pas forcément celui d'un parti qui est uni et qui parle d'une seule voix, enfin de la même voix. On avait quand même plusieurs candidatures au travers de ce qu'on lisait dans la presse. On parlait de ministres et d'autres personnalités. Et le président Ouattara, depuis son voyage à l'étranger, devait même déjà parler avec les différents responsables du RHDP. Je crois que ce week-end, il a dû parler avec les uns et les autres et dire que finalement, c'est M. Après, moi, je qui trouve sera que le c'est candidat. pas mauvais en soi d'avoir ces velléités. Bon, ces velléités, c'est trop dire, mais ces petites divergences, c'est comme une famille. Dans une famille, on n'est pas tous d'accord, même si au final, c'est maman ou bien c'est papa qui a le dernier mot et qui Mais décide. Mais ça montre qu'il y a aussi un dynamisme, il y a des pas de pensée unique. des volontés, il n'y a pas de pensée unique. C'est pas Mais le problème de aussi- l'autoritarisme aussi. Donc, Voilà. traditionnellement, non, il dit traditionnellement, sur ce genre d'opération, c'est très rare que les partis politiques affichent des dissensions. C'est dans toutes les Bon, on démocraties. a d'autres partis aussi, Non, je sais, comme le mais PDCI. non, c'est parce que non, ce qu'on oui. dit, c'est que ça dépend des postes. Traditionnellement, dans les groupes parlementaires et les groupes des partis, quand ils sont déjà à ce niveau-là de représentation, ils font jouer très rapidement le consensus. C'est-à-dire qu'ils n'affichent pas une division. C'est pas comme quand on cherche un candidat pour porter, on va dire, le parti pour l'élection présidentielle, où on fait une élection en interne, etc. Là, très vite, traditionnellement, dans toutes les démocraties que moi j'observe, on va vite au consensus et ça permet très rapidement de se mettre en ordre de bataille face, justement... Donc, est-ce qu'on peut parler de manque de légitimité, même au sein Mais justement, du choix de... c'est ce que j'allais dire. Ça, parce c'est le que commentaire qu'on peut faire. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est de voir d'autres candidatures poindre à l'horizon, alors même que M. Bictogol, pendant plusieurs mois, a porté l'Assemblée nationale en assurant l'intérim. Et puis surtout, déjà en tant qu'ancien directeur exécutif et nouveau secrétaire exécutif, ça me paraissait tout Ça à veut dire fait que c'était le chef de légitime. notre parti. Voilà, quoi. politiquement, Oui. il a une légitimité parce qu'on Ouais. a vu comment la manière dont il a porté la candidature du président Ouattara lors de la présidentielle sûr. Mais la d'octobre démocratie 2020. aussi voudrait que... Oui, mais la certaines- démocratie, ce n'est pas forcément toi que je m'y mette, parce que cette histoire de tabouret, naturellement, que le tabouret revient à M. Bictogol. Bon, voilà, et je pense qu'en tant que premier vice-président
par intérim de l'Assemblée, l'un des leaders du parti. Il a quand même assis sa légitimité, sa notoriété depuis, en tout cas ces dernières années. Et je pense que cela allait non, mais de soi. Edith l'a soulevé, on termine, Edith l'a soulevé, et toi aussi, Brice. La question de la légitimité, très souvent, ça permet de transcender cette affaire de démocratie. On doit forcément passer au vote. Donc ça existe dans pas mal des zones, des primaires, régions, etc. Exactement. Ouais. Parce que voilà, à un certain moment, le militantisme, les actions posées par un certain nombre de personnes plaident en leur faveur. Donc là, aujourd'hui, c'est Bito, mais ça aurait pu être pour une autre personne. Si cette personne avait posé les mêmes actes, c'est-à-dire être quand même premier vice-président, porter l'intérim, être quand même le chef de l'exécutif de ton parti, et puis c'est le plus rassembleur, on l'a vu lors des législatives de 2021, comme il s'est démultiplié en allant sur le terrain pour soutenir tous les candidats, quasiment, aux quatre coins du pays. Donc franchement, je pense que sa candidature est la bienvenue. Vous avez des félicitations de la part de Dominique Yaba, Valentin Zawi, Jean-Marie Ndjeti et bien d'autres sur nos pages des réseaux sociaux qui ont noté que concernant le premier sujet, Live TV aura apporté donc la voix de Live TV aura apporté certainement quelque part. Fin de la première partie du Live Talk. On revient dans quelques instants. Car on a besoin de... Enfin, vous comprendrez. Hop, on y va. Gauche-droite. Gauche-droite. Allez. Edith, quand même, attention. Oui, attention. Crochet. J'ai pratiqué la boxe taille. On se protège là. J'ai pratiqué. Allez, on a le temps d'aller se préparer. Et c'est vrai, en plus, elle a pratiqué. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie. Et cette partie, elle est consacrée à notre invité. On en a deux ce soir. Je ne sais pas. Notre premier invité, je vous le découvrez, il est champion d'Afrique de Muay Thai. Oli, la machine qu'on aperçoit en ce moment. S'il vous plaît, on va l'ovationner. Ouais. Alors, juste avant de commencer ce rendez-vous, donc je rappelle que M. Odier Justin est également en notre compagnie. Avant de commencer le rendez-vous, nous avons, nous aussi, voulu tester notre candidat, notre champion. Mesdames et messieurs, face à Oli la machine ce soir, nous avons Alain le Machin. Oli. J'essaie de s'atteler le coup. Avec assurance, voilà. Alain, toi. Il n'est pas sérieux. Bon, qui donne le premier colis? Non, il ne peut pas. Il va caresser Oli, quoi, en fait, le gars. Non, parce que j'ai vu que l'autre tapait derrière, comme ça. Alors, comment moi, je dois donner un premier coup? On tape dans les pieds, non? Non. Alain, ça va, je pense que c'est... Allez. Non, mais comment je dois faire pour éviter d'être mis KO, dis-moi, mais doucement. La position il n'a jamais appris à se battre, en fait. Oui. Mais je suis un pacifiste. Ah ouais. Allez, bonne chance. Merci, Oli. Bye bye. Oli va nous rejoindre. Bon, bonsoir Oli, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Voilà, installez-vous, passez là. Oli s'installe. Bonsoir. Salut Oli. Je rappelle que le match ou le combat s'est soldé par la défaite, par abandon de notre champion Alain Le Machin. Oli la machine. Jingle invité, s'il vous plaît. Monsieur Odi Justin, vous êtes président de la Fédération ivoirienne de Muay Thai. Est-ce qu'on peut expliquer un tout petit peu cette discipline avant de commencer notre entretien pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas ce que c'est que le Muay Thai? Le Muay Thai, c'est un art, une discipline sportive qui vient de la Thaïlande. On l'appelle l'art des 8 membres, c'est-à-dire les 2 poings, les 2 coudes, les 2 genoux et les pieds. Donc c'est une discipline qui vient de la Thaïlande, le Muay Thai. Okay. Boxe Thai. Boxe Thai. Très bien. Et elle existe depuis quand? Enfin, elle est implantée en Côte d'Ivoire depuis... Depuis 1993. Et vous êtes le président de la nouvelle fédération? C'est ça, nouvelle fédération qui est créée depuis 2021. C'est quoi? Il y avait une ancienne fédération? Oui, il y avait une ancienne fédération. Ben, les choses n'avançaient pas, donc nous avons créé une nouvelle fédération pour faire avancer les choses. Mais laquelle est reconnue par le ministère des Sports? La fédération, il n'y a pas une fédération véritablement reconnue par le ministère des Sports parce que pour être reconnu par le ministère des Sports, ou alors pour être vraiment une fédération, il faut faire les histoires d'enquête de moralité, suivre les histoires jusqu'à la DGAT et autres, ce qui n'a pas été fait. Okay. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette fédération afin de pouvoir faire toutes ces démarches
Alors, reconnu. si on parle de reconnaissance par rapport aux autorités, parlons aussi d'affiliation par rapport à une fédération internationale. Oui. Parce que là, nous, Live TV, nous portons aujourd'hui un champion comme Oli. C'est pour faire la promotion de ce sport, mais c'est en même temps aussi pour faire en sorte que ce sport-là puisse nous ramener de grandes soirées comme celle qu'on a vécue déjà avec Oli. Nous, on est toujours derrière ce sport-là et on veut savoir, est-ce que finalement, il y a un lien avec une fédération à l'international? Comment ça se passe? Oui, à l'international, nous sommes en partenariat avec la WBC, World Boxing Council, section Muay Thai. Ouais. Voilà, et c'est avec elle que nous organisons toutes les grosses soirées que vous voyez depuis 2019, je crois. Voilà. Ok. Alors, Oli, avant de revenir sur les événements qui ont prévalu au cours de votre semaine de combat et même le jour du combat, on a bien envie de savoir, je pense nos téléspectateurs, qui est l'homme derrière Oli la machine? D'où vient votre passion pour cette discipline qui est assez, mine de rien, on va dire, violente quand même par rapport à la boxe anglaise où on porte des gants et tout. Non, ça c'est mon appréciation parce que j'ai pratiqué un peu de boxe thaï, je peux me permettre de le dire aussi. Combien de titres vous avez à votre actif également et puis de combat à votre compteur? Qui êtes-vous réellement et d'où vient cette passion pour cette discipline, la boxe thaï? Ma passion, j'ai été au contact des sports de combat dès l'enfance, et au travers des films comme Kickboxer, Jean-Claude Van Damme dans les années 90, Bolo Yang, tout ça, Bruce Lee aussi nous Oui, a Bruce Lee. inspiré. Voilà, on l'appelait La légende. On disait Bruce Lee et nous on était contents. Ouais. Et Chuck Norris, tout ça. Certains même sont allés qu'à donner les prénoms à leurs enfants. Donc voilà, en fait, c'est ces films-là, c'est ces personnes-là qui nous ont inspirés enfants. On a mimé ce qu'on voyait à la télévision, ce qu'on voyait dans les films, jusqu'à ce qu'en 2008, je sois au contact réel de ce sport-là ici à Abidjan, avec mon premier instructeur, Maître Wilfried Kwadjo. À quel âge? J'avais... Quel âge aujourd'hui? Je ne sais même plus. il est revenu. Mais il y a 13 ans. Il y a 13 ans quand même. Okay. Il y a 13 ans. Et je suis au contact, 14 ans. Je suis au contact de ce sport-là et par l'entremise de mon premier instructeur, Maître Wilfried Kwadjo, que je salue au passage, qui est à la Riviera-Siad. Et c'est comme ça que vraiment l'amour, j'ai pu développer ma passion. Et l'amour du combat est venu par la suite en 2012, après mon premier championnat de Côte d'Ivoire, face au champion en titre Alain Tano et Alain Kwame Kirikou. Et depuis, je me suis rendu compte que je pouvais faire de la compétition. J'ai eu l'envie, j'ai vu que j'avais l'envie. Et vous avez enchaîné les titres également. Et du coup, j'ai enchaîné. J'ai perdu mon premier combat contre Alain et par la suite, j'ai gagné en 2013. Pas le machin qu'on a vu partir. Non, pas le machin. Lui, c'est Alain Di Kirikou. Très bien. Et j'ai gagné mon deuxième combat, ma deuxième compétition en 2013. J'étais champion de Côte d'Ivoire. Et par la suite, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Alors, Oli, c'est vrai que vos combats récents, grâce toujours, bon, excusez-moi de le dire un peu, à Live TV, ont été très bien médiatisés et beaucoup ont vu 2 défaites, ils s'arrêtent à ça. C'est pour ça que la question du dit est importante. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on a quand même un champion d'Afrique et qui part à la conquête du monde. Il a des défaites, mais il faut quand même rappeler que Oli, c'est quand même le champion d'Afrique. C'est ça, c'est normal. Je pense que quand ceux qui supportent, quand tu supportes, c'est comme ça. Tu as toujours envie de voir la personne que tu supportes réussir ce qu'il fait. Et gagner dans le sport, le sport il est ingrat, il est comme ça. Les supporters, ils veulent que leur champion, il gagne. Le peuple aime que les gagnants, c'est comme ça. Quand tu perds, c'est un problème. On le voit au foot avec la Côte d'Ivoire, même d'autres pays, même la France, tout ça, des grandes nations de foot, ou même dans d'autres sports, de grands champions, quand ils perdent, les fans sont un peu durs avec eux parce qu'ils sont déçus, c'est normal. Moi, je l'accepte. Je sais que c'est ma condition d'athlète et de sportif. On gagne, on perd. Il y a 2 solutions. Après, c'est le fait aussi que c'est de plus en plus médiatisé pour le public de néophytes qui ne connaissent pas mais il y a surtout un attachement bien sûr, à son champion. Exactement. C'est ce qui crée ça. Quand j'ai fait la comparaison entre la boxe anglaise et la boxe thaï, donc le Muay Thai, où j'ai dit que le Muay Thai était un peu plus violent que la boxe thaï, vous avez souri. Quelle est la différence entre les deux pour les téléspectateurs? La différence entre les deux, c'est que la boxe anglaise, on n'utilise que les poings. Que les poings, on frappe de la tête jusqu'à la ceinture, pas en dessous de la ceinture. Le Muay Thai, on utilise les poings, on frappe de la tête
jusque dans les jambes. On utilise les jambes pour travailler, Oui. les jambes pour frapper, les coups de coude, les coups de genoux pour frapper. Il y a les phases de combat comme la lutte, les phases de combat rapprochées comme la lutte. Et Tous les coups sont permis? Tous les coups ne sont pas permis. Ok. C'est pas comme le MMA, on ne frappe pas au sol. Même pas de coups dans les parties, on ne mord pas. Même pas de pouces dans les yeux, tout ça. On ne frappe pas derrière la tête intentionnellement. C'est interdit. Alors, justement, il parlait de sport violent. Moi, si mon fils me dit « Papa, j'ai envie de faire du Muay Thai », je dis « Mon fils, il faut qu'on discute. » Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour les rassurer que c'est un sport qui est ordinaire, qui est un sport... Parce que même le rugby, à un moment donné, les gens vont les trouver violents, mais d'autres disent non, il y a des règles, il y a des techniques. Il y a des techniques, il y a des règles. Le foot est aussi violent, même peut-être même plus violent que les sports de combat. Quand tu te prends un tacle, quand tu es en train de faire un sprint de 20 mètres par un gars qui te cisaille, quand tu le vois, que tu ne vois même pas arriver, ou quand tu es en l'air, que tu prends un coup de coude d'un gardien ou un coup de genou dans le dos, il y a plus d'accidents au foot. Mais les blessures sont spectaculaires. Au Muay Thai, moi j'ai vu des pieds, des arcades sourcilières, mais même des fémurs brisés. Mais comme au foot, hein. Comme au foot. On a vu des gens qui ont fini avec de grosses commotions, qui ont fini dans le coma, qui sont partis sur des civières. Nous, chez nous, la gestion de la violence, de cette violence-là qu'on voit, elle est encadrée. On est entraîné pour ça. On sait, ton adversaire il est en face de toi, il n'est pas dans ton dos. Tu ne prendras jamais de coup en traître de quelqu'un qui vient dans ton dos. Tu vois tout. Et tu es entraîné pour parer à toute éventualité. C'est normal. On sait qu'il va y avoir un accident si on ne se protège pas. C'est pour ça que l'arbitre il dit tout le temps, protégez-vous à tout instant du combat. C'est important. Il faut qu'on revienne vraiment avec le président qui est là également sur ce meeting, ce combat. Enfin, il était attendu, il y a eu vraiment... et ce qui est intéressant, il y a eu une préparation Oli après son combat qu'il avait perdu. Donc, moi, quand j'ai vu la défaite et j'ai entendu un certain nombre de raisons, je me suis dit, mais attention, et comment les promoteurs se sont arrangés pour pas que Oli reste dans sa bulle du début jusqu'au combat. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien, André, c'est une très bonne question. Mais avant qu'est-ce qui s'est passé, il y a une question peut-être d'un internaute que je vais de relayer qui va peut-être précéder la vôtre. C'est comment une fédération qui n'est pas reconnue, permettez-moi l'expression, vous le disiez tout à l'heure, arrive à organiser un combat. Est-ce que ça n'entraîne pas justement tous les autres, à travers par exemple qu'André est en train de décrire? Comment vous arrivez à organiser? Vous dites que vous n'êtes pas reconnu. En fait, les activités de la fédération sont déclarées. Maintenant, quand on dit qu'on n'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un arrêté ministériel qui fait de nous une fédération. Un arrêté ministériel, c'est l'arrêté qu'on a avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Les papiers sont en cours pour que les choses arrivent. Pour l'instant, on peut toujours fonctionner avec le récépissé de dépôt qu'on a. C'est comme ça que la loi. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut organiser des compétitions. Et là, il y a ce combat avec les promoteurs dont André parlait. Comment ça se passe? Comment ça s'organise jusqu'à ce que... Déjà, qui était le promoteur? Et qu'est-ce qui s'est passé après par rapport au fait qu'on ait sorti le champion de sa concentration? Comment cela a pu se faire? Parce que la fédération, en fait, accompagne l'événement, accompagne les promoteurs. Le promoteur, c'est 225 Fight Show. D'accord. Voilà. Donc c'est la structure de Oli. C'est ça. Très bien. Qui organise l'événement, qui gère tous les contours. Nous, la fédération, nous accompagnons l'événement pour dire que c'est un événement que la fédération accompagne. C'est ça. Tout court. Voilà. Tout ce qui va se passer autour, c'est 225 Fight Show qui règle ça. Maintenant, s'il y a des plaintes ou alors s'il y a des gens qui veulent peut-être faire autre chose, la fédération peut se présenter pour dire c'est nous avons donné notre accord pour que... En l'occurrence, là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre fédération qui s'est plainte. Voilà, qui s'est plainte du fait qu'elle n'a pas autorisé cette compétition et elle a lieu. Alors que moi, en tant que président de la fédération à laquelle l'association de Oli est affiliée, Changdam Muay Thai 225, a donné un accord, une autorisation pour dire que l'événement peut avoir lieu parce que l'événement concourt à faire la promotion du Muay Thai et de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cette autre fédération en question est reconnue par l'État? Elle a des papiers? Pas du tout. Les papiers, c'est les mêmes papiers que nous avons. Ok. Voilà. Aucune fédération de Muay Thai aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut revendiquer un arrêté ministériel. Aucune. À partir de ce moment,
aucune fédération n'a le droit d'interdire une compétition. Okay. Donc, Non, si parce que- je mais bien comprendre, c'est que rappeler, chaque... Brice, rapidement, Oui, il faut allez-y. rappeler que parce que d'abord, une fédération, c'est une association, il y a sa reconnaissance auprès du ministère de l'Intérieur, et il y a aussi ce qu'on peut appeler sa reconnaissance par le ministère des Sports. Avec un agrément. Avec un agrément qu'il a choisi comme fédération. Donc à ce moment, il y a une forme de délégation Du pouvoir. que l'État cède à la fédération C'est ça. pour gérer un secteur. Exactement. Et c'est du le cas sport dans votre précisément. fédération. Pas Donc ça, c'est pas encore Pas arrivé encore. puisqu'ils ne sont pas encore retenus. Mais Mais et donc, du reconnus, coup, on se etc. retrouve avec, Voilà. avec Deux fédérations. deux fédérations qui ont les mêmes documents. C'est ça. Qui ont les qui mêmes existent. attentes en termes Nous de sommes documents. très en avance par rapport à cette fédération. Nous sommes très en avance parce que nous avons fait l'enquête de moralité. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et c'est même parce que cette enquête de moralité était bloquée que nous avons créé cette fédération. Il fallait qu'on avance parce que des champions comme Oli n'ont jamais été accompagnés officiellement par l'État de Côte d'Ivoire. Jamais. Un athlète qui a des médailles de bronze, championnat du monde amateur, qui a des ceintures, n'est jamais accompagné officiellement. Donc, d'une certaine manière, vous avez voulu pallier l'inactivité de l'autre L'inactivité de fédération l'autre en prenant fédération. les devants. Et quand nous sommes allés faire les papiers pour l'enquête de moralité et autres, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas de fédération. Ouais. Nous sommes la fédération. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une autre fédération qui est en train de faire des papiers. Non. Non, ça, tout ça, moi, je comprends, vous Qu'est-ce qui s'est savez, passé le parce jour que je connais où, un peu le dossier. C'est-à-dire que là, quand on a des difficultés dans notre course au pouvoir, enfin, appelons ça comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui va me poser vraiment problème, c'est qu'on a un gars là, avec un athlète qui, quand même, va au championnat du monde, WBC, et justement, tout ça va lui tomber sur la tête, même si il est promoteur. Je me demande comment on n'a pas su le protéger, que ce soit en parlant à l'administration ou aux autres, pour préserver quand même le titre qu'il partait, Défendre. j'allais glaner, quoi. Moi, je peux vous dire que, comme cette fédération n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de faire, Oui. elle s'est arrangée pour tout faire pour que l'athlète qui doit faire le combat soit dans des situations difficiles. C'est tout. Parce que la convocation devait être envoyée à moi. Ou alors, il n'y a même pas eu de convocation. L'appel, voilà, pour répondre, devait être envoyé à moi, qui est autorisé cette compétition. Mais non, l'appel a été envoyé à l'athlète. La convocation, là, Ouais. elle disait quoi, en fait? Il n'y a pas de convocation. Il n'y a pas eu de convocation. Aucun document Il n'y a pas eu de convocation. venant de la Mais police. comment, il y a pas comment eu de tout, convocation. tout ce beau monde s'est retrouvé au Il y a eu commissariat un On a appel, entendu, il y a eu un appel d'un commissaire, Oui. voilà, qui m'a demandé de venir parce que j'ai autorisé une compétition dont qu'il a reçu l'ordre Mais d'arrêter. vous ne pouvez pas vous déplacer sans convocation, sans avoir reçu une convocation. Non, mais une autorité le convoque, lui, Voilà, dans le temps, une il va autorité, écouter. voilà. Il va écouter. Donc, Oli, moi, maintenant, c'est de savoir D'accord, comment ce qu'on va Oli. faire. On va garder voilà, le temps qu'Oli s'installe Ouais. bien. On va à la pause et on revient pour écouter la version selon les yeux ou le regard de Oli. Oli. Très bien. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos invités. Monsieur Odi Justin, président de la Fédération ivoirienne de Muay Thai, de la nouvelle fédération. Et puis de notre champion, le champion du monde World Boxing WBC de Muay Thai, Oli la machine. Je me lançais dans un truc dont je ne voyais pas la fin. Le challenger ou le Voilà, champion du monde. c'est au WBC, André, vous me direz après. On est en train de dire qu'il y a eu cette semaine-là, hein, avant le combat. Alors, retour sur cette semaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Oli? Il faut dire que on a préparé le combat, cette fois-ci, sincèrement, on a préparé le combat correctement. Je ne suis même pas allé en France pour ma préparation. On n'avait pas les moyens. Grâce à Dieu, des proches qui ne sont même pas ici en Côte d'Ivoire, pour la plupart, m'ont aidé à pouvoir payer mon stage, à pouvoir aller faire ma préparation. Donc je l'ai fait. Moi, je me suis vraiment entraîné dans l'objectif de défier le champion du monde, ce n'est pas une mince affaire, et de lui ravir le titre, ici chez nous en Côte d'Ivoire. Du coup, je fais le stage et tout, je reviens à Abidjan gonflé à bloc. Prêt. Pardon, pour vous, comment ça se fait que la fédération, elle existe, il n'y a pas de moyens pour sa préparation? Justement, puisque nous n'avons pas encore les moyens du ministère des Sports, de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas évident. Très bien. Retour. Et en même temps, pour rebondir là-dessus, il faut dire qu'au fait, dans notre secteur d'activité, au fait, ce n'est pas vraiment les fédérations qui s'occupent des athlètes. Les athlètes sont dans des clubs, sont dans des structures. Comme le président l'a dit tout à l'heure, les fédérations, au fait, leur travail, c'est de chapeauter les associations et les structures qui Et surtout de faire appliquer les voilà, règles. de faire appliquer les règles.
Et donc, au fait, c'est vraiment des initiatives au fait privées des associations et des organisations elles-mêmes avec les athlètes qui détiennent de trouver les moyens. On part chercher des financements, des sponsors et tout ça pour la chose. Oli s'en va en France, Donc, il du est coup, je pars en préparé. France, je reviens, on s'est entraîné. Je me suis entraîné comme il fallait. Je reviens en Côte d'Ivoire, je suis bien. Déjà, tu reviens en Côte d'Ivoire et il faut dire que c'est ma structure qui organise l'événement. Mais ce n'est pas moi qui suis aux affaires directement. Il faut dire qu'Anthony Joshua, c'est sa propre structure qui organise ces événements. Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, c'est pareil. Les gens pensent que c'est parce que j'entends pourquoi c'est lui et tout. Non, c'est normal, c'est dans le milieu, c'est comme ça. Les athlètes, pour se couvrir eux-mêmes, la plupart du temps, font des structures pour gérer leur carrière et ils prennent des gens qui sont compétents, qui travaillent derrière. Et puis voilà, voir l'activité, créer un peu des rencontres. Okay. Les rencontres. Donc du coup, je rentre. Déjà, on a des problèmes de financement. Mon staff m'en parle. On a des problèmes pour boucler les budgets. Du coup, il faut passer quelques coups de fil, il faut relancer les sponsors, faut solliciter les mécènes. Faut solliciter les mécènes. Donc du coup, on fait ça. Le mardi, on organise un entraînement public à Koumassi pour faire de la promotion. Donc à Foot Koumassi, avec les athlètes étrangers, la France, le Maroc et mon adversaire, le champion du monde, l'anglais. Le public vient massivement au Grand Carrefour de Koumassi, on fait le show, tout ça, les gens sont contents. Au sorti de ça, on m'informe qu'il y a un huissier de justice qui a cherché à contacter l'entreprise pour déposer une assignation. Nous, on se pose des questions. Pourquoi ? Il appelle la PCO, il appelle le secrétaire général. On était occupés, donc il n'avait pas à les joindre. Ils l'ont renseigné comme quoi il devait me remettre l'assignation à moi. Donc, du coup, il a pris mon numéro. Quelqu'un lui a donné mon numéro et lui a indiqué la salle de sport où je travaillais à Cocody. Il est parti là-bas, il ne m'a pas trouvé. Il m'a appelé, on était occupés, donc on n'a pas vu. Je vois après, donc, le secrétaire général le reçoit au téléphone et il m'en informe. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Dites à l'huissier que je le rappelle. Donc, je le rappelle, on parle. Il arrive, il me trouve en zone 4. On s'assoit, il me remet l'assignation. Je prends l'assignation, la PCO est là, elle décharge. En tant que personne morale pour l'entreprise, elle décharge le truc et tout. On lit l'assignation. C'est une assignation qui parle d'interdire un événement mondial en Côte d'Ivoire où il y a plus de 5 délégations étrangères qui sont là, qui est censé faire briller la Côte d'Ivoire dans le monde. Nous, on était choqués. On demande à l'huissier, mais monsieur, vous aussi. Bon, lui, c'est que Bien sûr, lui, il fait son travail. C'est le messager. C'est le livreur. C'est le livreur. Donc du coup, dans l'assignation, l'objectif, c'était d'annuler l'événement de vendredi. On lit le truc, c'est pour une histoire de sous l'égide. Pourquoi on n'a pas organisé avec l'ancienne fédération? Pourtant, le président de cette ancienne fédération, il sait très bien pourquoi on ne travaille plus avec lui. Il le sait. Il le sait très bien. Et pourquoi vous ne travaillez plus avec lui? Non, mais la question la plus importante, c'est vous avez signé avec laquelle des fédérations? Avec Là, celle-là? on ne travaille plus avec lui. On travaille avec la nouvelle fédération. Okay. Parce que l'ancienne fédération, à sa tête, ce président-là, depuis 1993, il est en place. Okay. Il faut le dire aussi. Comment? Non, mais c'est pas. Vous voulez pas donner ce nom? OK. Oui, mais la fédération, c'est la FIMDA. Je voulais pas. La FIMDA. Voilà, si vous renseignez la FIMDA, vous saurez Non, qui est le non, président de la mais FIMDA. bon, je voulais que vous disiez. Mais c'est pas L'ancien grave, président, allez-y. le président de cette fédération, la FIMDA, il est en place depuis 1993. Dans les textes de cette fédération, il a stipulé qu'il s'est arrangé de telle sorte qu'il n'y ait pas de limitation de mandat, ce qui est anticonstitutionnel déjà. C'est que la loi de Anticonstitutionnel. Pour des raisons, vous avez décidé, en tout cas, pour vous rester dans l'histoire, vous avez décidé de ne pas bosser avec cette De ne pas fédération. bosser avec. Et donc, l'interdiction qui vous est... qui arrive, Oui. on mobilise des personnes ressources, mes conseils et tout, ils vont le lendemain, on fait reporter l'assignation le mercredi à ce mercredi, là, de cette semaine qui arrive. Voilà, c'est-à-dire après le combat. Après le combat. Du coup, ils savent que leur stratagème pour empêcher l'événement en train de prendre l'eau. Donc, Et qu'est-ce puis qu'ils une font? manière aussi de vous briser, d'une De me certaine briser. manière mentalement. Voilà, mentalement, au fait de m'attaquer. Du coup, on fait reporter la chose, le stratagème prend l'eau, ils se disent, on fait quoi? On est mercredi, on n'a pas pu l'envoyer en justice, ni envoyer la structure en justice pour bloquer le truc. Le jeudi est férié, le vendredi à 12h, je reçois un appel de mon staff qui organise l'événement pour dire qu'il y a la police qui est sur le site, la PCO, la police est sur le site, ils demandent à nous entendre parce qu'ils ont eu vent que des gens
on dit qu'ils vont venir marcher contre l'événement. Comme la police veut Voilà, l'ordre. voilà. Comme la police veut l'ordre, elle a fait son travail républicain. Normal. Bien sûr. Donc, on nous convoque même sans convocation. Si une autorité, les autorités policières te convoquent pour des raisons de sécurité, Si vous organisez quelque voilà, chose, vous organisez quelque chose, on y va. Ok. Du coup, les responsables, sur le terrain, ils vont voir rencontrer l'autorité qui les convoque pour les entendre. Et on contacte M. Audi Justin derrière pour qu'il vienne expliquer. Nous, on dit c'est la fédération, telle fédération qui nous a donné les documents, donc nous, on n'a pas de problème. On le convoque pour qu'il vienne s'expliquer. Il va s'expliquer. Et le commissaire qui les reçoit ne veut pas vraiment entendre raison. Mais en tout cas, à la suite de toutes les conversations, le combat a lieu. Voilà. Non, même avant ça, quand même, il faut voir les conditions dans lesquelles ils... Avant ça, ils sont là-bas et jusqu'à 13h30, on me demande moi-même d'être là. Parce qu'on veut vraiment entendre ce qui se passe, comprendre réellement. Alors que vous avez un combat. Alors que j'ai un combat. Bon, je dis, est-ce que c'est obligatoire, mais il faut que vous soyez là et tout. Je dis, OK. Pour moi, ça va être une affaire qui va être évacuée rapidement si on vient qu'on s'explique. C'est ça. Le problème, c'est que quand ces gens font ce genre de choses, ils font des désignations, il faut être présent quand même pour faire des confrontations. Vous faites Bien des sûr. trucs et vous vous cachez. Si vous êtes dans la légalité, pourquoi vous vous cachez? En tout cas, vous vous rendez finalement. À la convocation, moi j'arrive, je trouve monsieur le président, le commissaire. Vous trouvez les autres membres, les autres gars? Non, non. De l'autre fédération, il n'était pas présent. Voilà. Ils ont posé leur truc, ils sont partis. Ils ont disparu. Ils ont même Mais mobilisé pourquoi des est-ce qu'on gens. vous a maintenu alors longtemps pour gagner un peu en temps par Ils ont même mobilisé des gens à coût de 5 000 pour faire des pancartes pour aller marcher. Bon. Ok, ça c'est des trucs. Du coup, on est dans des discussions parce que le commissaire veut comprendre ce qui se passe. On lui explique. On sort les documents et du coup, il se rend compte de ce qui se passe. Il en réfère à sa hiérarchie. C'est le district de Makori qui a été approché par rapport à la situation. C'est eux qui en ont référé au commissariat du 2e de 13 juillet. là. Donc là, il nous ramène maintenant au district. Il ramène à district à district, on va pas Voilà. s'en On a sortir. fait Finalement, l'appliquer, finalement. Mais le combat a eu lieu. Voilà, le combat a eu lieu donc de 12h. J'ai été mobilisé de 12h à 20h. 20h. Pour un combat qui était censé Pour un avoir combat lieu. je devais combattre à 23h. Ouais. Je combattais à 23h. Je suis mobilisé de 12h à 20h sans avoir mangé, totalement paniqué, sachant Stressé, que oui. Tout en vous disant que le combat même va peut-être pas avoir lieu. Voilà, l'événement- au fait, Bien c'est ça. sûr. Au Et en fait, fait, vous avez déplacé des délégations. voilà, des délégations. Le combat, la menace de ne pas se était tenir. à ça de ne pas avoir lieu. Bien sûr. Lui était le bon sens. Et vraiment, je salue du chef du district de Makori qui a vraiment pris sur lui pour dire, OK, l'état de genre la force de police va vous accompagner néanmoins. La semaine prochaine, revenez avec les autres, on va vous convoquer pour qu'on s'explique. Et on a fait le combat quand même. Et Mais puis, il faut dire que dans de telles Oli, conditions, comment vous voulez Bien que sûr. le titre mondial qui est arrivé en Côte d'Ivoire, déjà on ne part pas favori parce qu'on est contre le champion du monde, il a 50 combats, j'en ai 10. Et on me met des bâtons dans les roues de la sorte. Vous avez ce Comment la Côte handicap là d'Ivoire pour vous perturber. peut briller? Oli, pardon, vraiment, par rapport à ça, justement, on a bien parlé, on a essayé d'expliquer, mais il faut dire la vérité, il faut laisser toute forme de politesse. Il y a des gens qui sont méchants. Il faut dire les choses clairement. C'est pas possible, Brice. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être face à un meeting qui reçoit des délégations étrangères, des gens qui viennent de partout, même si on a de la bagarre entre nous, quand même, à un moment, le bon sens doit primer. C'est que c'est à quel moment on se dit que c'est un combat qui, même si certains de nos frères ont déconné, mais qui engage l'image de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez qu'ils vont faire venir? Et puis en plus, là où la méchanceté est grande, Brice, il faut préciser, vous savez pertinemment que ce n'est pas la fédération qui organise, parce que dans les règles, il y a un promoteur. Et le promoteur, c'est le promoteur du combattant. C'est-à-dire que là même, on est doublement méchant, parce qu'on sait, lui, il n'a demandé qu'une autorisation à la fédération, mais ce n'est pas la fédération qui organise. J'ai bien Vous compris. êtes mauvais, Bon, les gars qui on font ça. a Laissons compris, toute, on a compris chose. votre émotion. Ça va, André, on va initier. Oli, on parle également des problèmes de cardio. On a évoqué les questions de cardio. Est-ce que ça faisait partie des raisons qui ont joué? Au deuxième round, vous étiez Non, essoufflé. Les gens ne comprennent pas réellement au fait, notre activité. Parce que les émotions, au fait, quand tu es au combat ou même quand tu es dans le sport, une fois que tu cèdes à l'émotion, une fois que tu es sous stress, tu ne peux pas vraiment contrôler tes émotions. Quand tu ne contrôles plus tes pulsions, moi là, je suis monté dans le ring vraiment énervé. Bien sûr. Quand je suis rentré chez moi à 21h, parce que de Makori à chez moi, en semaine, il y a les bouchons, j'arrive à 21h à Bingerville.
pour souffler un peu et repartir. J'étais avec mon staff. J'ai dû aller m'entraîner parce que j'ai ma salle de sport chez moi. J'ai dû aller m'entraîner. Mes gars me regardaient, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais parce qu'il faut que je fasse sortir. J'étais à cran. Donc je monte dans le ring. Tout ce que j'avais envie de faire, au départ, j'ai dit à mon staff que je ne voulais plus faire le combat parce que j'étais plus là, au fait. Et donc je monte dans le ring, je suis énervé, je suis à cran. J'ai voulu en découdre, au fait. Je reconnais que je n'ai pas pu gérer mes émotions. Je n'ai pas pu gérer mes émotions parce qu'au fait, on m'a poussé à ça. Mais c'est là où c'est méchant, en fait. Qu'est-ce qui justifie qu'on prive la Côte d'Ivoire d'une opportunité, des jeunes Ivoiriens d'une opportunité? Comme j'ai dit, j'ai des jeunes Ivoiriens qui sont quittés à Niblecro, qui sont venus regarder le combat, qui m'ont écrit après sur Instagram, qui m'ont fait part de leur désarroi. Ça fait mal. Ouais. Parce qu'on prive la Côte d'Ivoire de quelque chose, de rentrer par la grande porte dans ce sport. Une chose est sûre, on est d'accord que c'est important que l'athlète soit dans de bonnes conditions pour préparer. Après, on pourra estimer que vous êtes en train de vous justifier, parce que vous avez peut-être perdu d'autres matchs, d'autres combats. Après, chacun va de son interprétation. Je suis à 9-2 en professionnel. Oui, mais il a dit une chose. 9 combats de gagnés, 2 défaites. Mais quand même, il a dit une chose, il faut que les gens arrêtent. On est face à un gars qui est champion du monde, qui a 50 combats. Peut-être même si ça ne n'était pas arrivé, Oli aurait pu perdre. Mais ce qu'on dit là, c'est que il y a un conditionnement quand même qui est nécessaire pour un athlète. J'ai une question pour M. Audi. Avec toute cette affaire, quel est l'impact que ça peut avoir sur la promotion de ce sport en Côte d'Ivoire? L'impact, c'est que ça peut vraiment faire reculer ce qui est déjà lancé. Parce qu'avec tout ce que Oli a fait et tout ce que nous avons fait comme organisation, nous sommes dans une certaine dynamique. Quand on voit ce genre de... ce qui est arrivé là, ça peut faire reculer la discussion. Et comment vous avez géré les délégations qui étaient présentes et même le Ils n'ont rien su. Ils n'ont rien su. Ils n'ont rien su. Heureusement ça pour la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment bien géré, ils n'ont rien su. Alors pour la prochaine étape, vous allez... Est-ce qu'il y a une revanche? Il y a une revanche et puis sur le plan judiciaire, finalement vous devez rencontrer... Nous, au fait, ce qu'on demande en vrai, c'est que l'autorité compétente qui chapeaute les fédérations vraiment prenne, doit arbitrer. Nous, ce qu'on veut réellement, moi, ce que je veux, c'est pour les jeunes Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens qui adorent ce sport et qui ont envie de le pratiquer et qui ont envie que les activités se poursuivent. Comme j'ai dit, il y a des jeunes qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir regarder le combat. Il y a des jeunes qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir faire la compétition. Korogo, Bouaké. C'est quelque chose quand même. La Côte d'Ivoire s'intéresse à ça. Ils ont envie d'avoir des champions comme Nganou, pour ne même pas me citer, comme Nganou, comme d'autres. Comme les Nigérians les ont, pour être fiers de leur pays. Et des Oli la machine. Voilà, la machine. On veut que l'autorité compétente arbitre et facilite les choses pour qu'on revoie les textes de la fédération et que vraiment on parte avec un consensus. Nous, on veut la paix. On veut juste travailler. Aller sur de bonnes bases, des bases saines pour continuer à promouvoir la Côte d'Ivoire. Merci, Oli. Alors, si je peux intervenir, nous avons eu une confrontation au niveau de la vie fédérale et des sports de haut niveau avec cette fédération dont nous parlons en ce moment. Et ce qui est ressorti de cette confrontation est que nous devons faire des élections. Et c'est dans ce cadre-là que les choses sont restées jusqu'à ce que l'événement arrive. Donc, nous souhaitons qu'on aille aux élections, que le ministère des Sports puisse faire tout ce qu'il faut pour que nous ayons aux élections. Très bien. C'est ce qui est important, ce qui va régler cette situation. Pour assainir c'est ça. Voilà. Oli, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Audi. Merci André et à tous nos téléspectateurs. Les internautes sont très nombreux, donc ça suscite beaucoup. Bleu. Mais j'allais finir par vous, Madame Bleu, parce que vous êtes notre championne sur le plateau de boxe de Muay Thai. Voilà. Aucun combat, aucune défaite. Il y a combien de femmes dans le championnat? Il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une dont nous faisons beaucoup la promotion, Lisette Béa. Lisette Béa. La nôtre ici, elle est ici, elle a son titre, aucun combat, aucune défaite. Mais j'ai des sacs de frappe à la maison. Merci Oli. Merci à vous téléspectateurs, on était très heureux dans votre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. On retrouve André Bois tout à l'heure pour Immersion. On sera... Alors j'ai pris la route, plutôt l'avion, pour toujours l'Afrique du Sud, pour vous faire découvrir le Cap. Très bien. Et c'est une ville vraiment très particulière. C'est beau, c'est sur la côte, mais attention, la violence. Je vous invite à regarder. Cap sur le Cap. Voilà. Dans Immersion tout à l'heure. Dieu veille sur vous, il veille sur la Côte d'Ivoire demain. Merci. Amen.